16 septembre 1943. Aérodrome de Tukina, Bougainville-île-Salomon. Le capitaine James Jimmy Sweat regarde son ailier mourir. Le F-4U Corsair décrit une spirale dans la jungle, traînant une fumée noire. La voix du pilote s'est tue en plein cri. C'est le troisième appareil que le VMF 213 perd cette semaine. Pas à cause d'un appareil japonais supérieur, pas pour une panne mécanique, mais à cause d'une munition gaspillée. Les images de la caméra de tir de Sweat racontent l'histoire brutale. Il a tiré 400 cartouches sur un 0 à 300 yards. Il a vu les traçantes passer autour de la cible au-dessus, en dessous de tous les côtés, une enveloppe parfaite de morts sans rien au centre. Le 0 s'est échappé. Les mitrailleuses de Sweat sont devenues vides. 2 minutes plus tard, ce même 0 abattait son ailier. Les chiffres dans les escadrilles de chasse des Marines dans le Pacifique Sud sont catastrophiques, malgré les avantages écrasants de vitesse et de puissance de feu du F-4U Corsair. Les pilotes marines n'obtiennent qu'un ratio de victoire de 3-2-1 contre les appareils japonais. Le Corsair emporte 6 mitrailleuses Browning M2 de calibre .50 et 3000 cartouches, soit de quoi tirer en continu pendant 25 secondes. Pourtant, les pilotes consomment toutes leurs munitions et n'obtiennent peut-être qu'un impact pour 50 cartouches tirées. Le problème n'est pas les pilotes, ce ne sont pas les armes, c'est la convergence des armes, le point où convergent les projectiles des 6 mitrailleuses. Les spécifications d'usine règlent la convergence à 1000 EFT. À cette distance, les balles s'étalent sur un cercle de 30 pieds. Les 0 japonais ont une envergure de 29 MFT. Les pilotes tentent de viser comme on passe une aiguille à 300 mph. Le Marine Fighter Squadron 213, les Hellhawks, affiche le pire ratio, cartouches point kill, du Pacifique, 890 cartouches, dépensées par appareil ennemi confirmé détruit. À ce rythme, l'escadrille finira ses munitions, avant d'avoir éliminé tous les Japonais. Le major Gregory Papi Boyington, venu de VMF 214, regarde les images de la caméra de tir de Sweat et secoue la tête. « Vous tirez sur des fantômes », dit-il. Vos balles sont partout, sauf là où se trouve l'ennemi. Ce que Sweat ignore et que personne ne sait encore, c'est qu'un homme de 26 ans, employé de l'armurerie aéronautique sans diplôme universitaire, ni formation d'ingénieur, regarde les mêmes images dans la tente de maintenance. C'est un sergent qui a rejoint les Marines pour échapper à la dépression. Son travail consiste à charger les munitions et entretenir les armes, pas à les redessiner. Il s'appelle sergent-chef Michael Mickey McCarthy et sa modification insensée est sur le point de transformer le Corsair en le chasseur le plus létal du Pacifique. Le problème de la convergence hante tous les aviateurs de toutes les forces aériennes. Mais dans le théâtre du Pacifique, il tue des Marines. L'harmonisation des armes réglait l'angle auquel les armes montées dans les ailes pointent vers l'intérieur est une pratique standard depuis la Première Guerre mondiale. On installe des mitrailleuses dans les ailes, on les incline légèrement vers l'intérieur, et quelque part devant l'appareil, toutes les balles se rencontrent en un même point. Tirer sur un ennemi quand il traverse ce point de convergence, et les 6 mitrailleuses frappent simultanément. Dévastateur. Le problème est de trouver ce réglage idéal. Les spécifications d'usine pour le F-4U Corsair fixent la convergence à 1000 FT. Les ingénieurs de Vought Aircraft ont des raisons solides. À 1000 FT, les pilotes ont le temps de viser, d'anticiper la trajectoire et de déclencher une rafale soutenue lorsque l'ennemi traverse la zone de convergence. C'est un compromis entre la portée efficace et la probabilité de toucher. Mais le combat prouve que les ingénieurs ont tort. À 1000 FT en combat aérien,
La cible est trop petite. Les 6 armes du corsaire sont réparties sur 16 F2 d'ailes, à une convergence de 1000 mtevden, même avec une visée parfaite. Les balles forment un cône serré au point de convergence, puis s'étalent rapidement avant et après. La plupart des dogfights se déroulent entre 200 et 400 yards. À ces distances, le motif des balles a une largeur d'environ 20 femfetompertem. Les appareils japonais se faufilent à travers les interstices. Les escadrilles marines expérimentent différents réglages. Le VMF 124 essaie une convergence à 800 VT un peu mieux, mais encore trop dispersée. Le VMF 214 essaie 600 FT mieux, mais les balles se dispersent toujours trop, aux distances de combat typiques. Le consensus des experts est unanime. On ne peut pas régler la convergence à moins de 500 FT, sans créer des contraintes dangereuses sur les tubes de canon et endommager structurellement les ailes. Les mitrailleuses sont montées à des angles prononcés dans les ailes. Si on les fait converger plus près, les supports de fixation se fissureront sous les forces de recul. Les panneaux d'ailes s'useront par fatigue. L'appareil risque de se désintégrer en vol. Le lieutenant-colonel William Millington, officier des opérations du Marine Aircraft Group 11, l'exprime explicitement dans une note d'août 1943, une convergence des armes inférieures à 500 FT dépasse les limites structurelles sûres de la cellule du F4U. Les pilotes doivent engager les cibles à la portée optimale. C'est un ordre, engagé à la portée optimale. Autrement dit, ne blâmez pas l'équipement, blâmez votre tir, mais les pertes continuent d'augmenter. Septembre 1943 est le pire mois à ce jour. Les chasseurs Marines, dans la campagne des Salomon, perdent 47 appareils suite à l'action ennemie. L'analyse des caméras de tir montre que 78% de ces pertes surviennent parce que les pilotes épuisent leurs munitions sans obtenir de coups mortels. Ils touchent des appareils japonais, des dizaines d'impacts non critiques, mais pas suffisamment de tirs concentrés pour les détruire. Les pilotes japonais s'en aperçoivent des transmissions radio interceptées et traduites par le renseignement de la marine, incluant cet échange du 12 septembre 1943. Les corsaires sont rapides, mais leur tir est faible. Leurs balles se dispersent comme la pluie. Restez proches. Ils ne peuvent pas toucher avec précision. Quand leurs armes sont vides, attaquez. Les Japonais attirent délibérément les corsaires à gaspiller leurs munitions, puis contre-attaquent. Quand les marines sont sans défense, l'enjeu dépasse les escadrilles individuelles. Toute la campagne des îles Salomon dépend de la supériorité aérienne. Sans elle, la marine ne peut appuyer les débarquements amphibies. La stratégie de saut d'île en île stagne. La guerre du Pacifique s'allonge de plusieurs années. Les pertes humaines se multiplient. Le général Roy Geiger, commandant de la 1st Marine Aircraft Wing, s'adresse au commandant d'escadrille le 14 septembre 1943. « Nous avons le meilleur appareil du théâtre. Nous avons les meilleurs pilotes. Nous perdons parce que nous ne pouvons pas toucher ce que nous tirons. J'ai besoin de solutions maintenant. Personne n'en a. Les armes fonctionnent, les munitions fonctionnent, les pilotes sont compétents, les avions sont rapides, mais tout cela est vain si les balles ne touchant pas leur cible. Le corps des Marines a besoin d'un miracle. Ils sont sur le point d'obtenir un armurier avec une clé à molette. Le sergent-chef Michael Joseph McCarthy n'a pas l'allure d'un résolveur de problèmes. Né le 8 mars 1917 à South Boston, Massachusetts, Mickey McCarthy a grandi à réparer des voitures dans le garage de son père. Lycéen non diplômé sans études supérieures ni titre d'ingénieur. Quand la dépression a frappé McCarthy, a rejoint les Marines pour la paye régulière et 3 repas par jour.
Le corps l'affecte à l'armurerie aérienne, ceux qui chargent les munitions, entretiennent les systèmes de tir et ramassent les douilles. En septembre 1943, McCarthy est au VMF 213 depuis 8 mois. Il fait bien son travail. Les armes fonctionnent toujours. L'alimentation des munitions est fluide, pas de coincement, pas de raté. Mais c'est un simple engagé, un sergent, un mécanicien. Les officiers prennent les décisions tactiques. Les ingénieurs conçoivent le matériel. Le travail de McCarthy, c'est la maintenance, pas l'innovation. Pourtant, McCarthy voit ce que pilotes et ingénieurs ne voient pas. Il regarde chaque film de caméra de tir. Il relit chaque rapport d'après-action. Il étudie les chiffres. Le 17 septembre 1943, après avoir revu l'engagement raté du capitaine Sweat McCarthy, fait quelque chose d'inhabituel. Il demande à consulter la section du manuel technique du Corsair, consacrée à l'harmonisation des armes. L'intendant de l'armurerie le prend pour un fou. Les armuriers ne lisent pas les spécifications d'ingénierie, mais les lui remet quand même. McCarthy le lit 3 fois. Puis, il sort sur la ligne de vol, grimpe sur l'aile du Corsair, immatriculé 1783, et mesure la distance entre les mitrailleuses extérieures et intérieures 16 ft3 un. Il mesure l'angle des supports. Il calcule la géométrie de convergence dans sa tête en n'utilisant que la trigonométrie de base qu'il a apprise à réparer des moteurs. L'évidence le frappe comme une rafale de mitrailleuse. Le problème n'est pas que la convergence soit fausse. Le problème est qu'elle est trop éloignée. À 1000 ft, les balles mettent près d'une seconde entière pour atteindre la cible. Un zéro qui file à 300 mph parcourt 440 pieds par seconde. Pendant que les balles parcourent 1000 ft, la cible se déplace de 400 mph. Les pilotes ne manquent pas leur cible parce qu'ils ne savent pas viser. Ils manquent parce qu'ils visent l'endroit où la cible était pas où elle se trouve. Mais si la convergence était plus proche, disons 300 ft, les balles atteindraient la cible en un tiers de seconde. Le zéro ne se déplacerait alors que de 50 ft. Les calculs de plomb deviennent plus faciles. Plus important encore, à 300 ft, les projectiles des 6 mitrailleuses arrivent dans un espace de la taille d'une assiette plutôt que d'un camion poubelle. McCarthy refait ses calculs. À une convergence de 300 ft, avec les 6 mitrailleuses du Corsair, tirant simultanément le débit de feu, combiné de 40 000 balles par seconde, toutes frappant une même zone de 6 pieds carrés. Ce n'est pas du tir, c'est un broyeur à viande. Un zéro japonais a une envergure de 39 ft et pèse environ 5300 délébits. McCarthy calcule qu'à 300 ft de convergence, une rafale d'une seconde d'un Corsair 80, cartouche de calibre .50, délivre 40 000 FTLB d'énergie dans environ 6 pieds carrés. Assez d'énergie cinétique pour désintégrer l'appareil. Simple, brutal, efficace, probablement illégal selon les règlements. McCarthy s'en fiche. Il va essayer ce soir. McCarthy ne demande pas la permission. Il sait ce qui se passerait s'il déposait une demande formelle pour modifier la convergence sous la limite de sécurité de 500 ft. La demande remonterait les échelons armuriers d'escadrille officiers, maintenance commandant d'escadrille, opération de groupe ingénierie de l'aile Bureau of Aeronautics, des comités, examineraient des ingénieurs, exigeraient des analyses de contraintes. Quand une décision serait prise, la guerre serait terminée. Alors, il n'en parle à personne. Dans la nuit du 18 septembre 1943, après la fermeture de la ligne de vol, McCarthy et 2 autres armuriers, le caporal Eddie Wilkins et le soldat de première classe, Tommy Reyes, poussent le Corsair, ne reconnaissant Pétialquadin-3 dans le hangar de maintenance. C'est l'avion personnel du capitaine Sweat, celui qui a le pire ratio de consommation de munitions de l'escadron. Le plan de McCarthy est rustique mais faisable. Chaque support de mitrailleuse du Corsair
possède des boulons de réglage qui contrôlent l'angle des armes. L'usine règle ces boulons pour une convergence à 1000 lefs. McCarthy calcule qu'il doit augmenter l'angle d'environ 2b4 de grammes pour atteindre la convergence à 300 ft. Le problème, ce sont les supports de fixation. Ils sont conçus pour des angles faibles. Trop augmenter l'angle et les supports vont se fissurer, sous les contraintes de recul, exactement ce que les ingénieurs avaient prévenu. La solution de McCarthy des plaques de renfort. Il découpe de l'acier d'un quart de pouce dans un panneau d'aile endommagé, le façonne à la lime et à la scie, puis soude des équerres de renfort sur chaque support de mitrailleuse, bricolage laid mais solide. Le travail prend 6 heures. McCarthy règle chaque arme individuellement mesurant les angles, avec un gabarit en bois qu'il fabrique à partir de chutes de bois. Il aligne les canons en se servant d'une méthode que son père lui avait apprise pour régler les phares d'une voiture. Il installe un cadre cible exactement à 300 ft et ajuste chaque canon jusqu'à ce que le canon pointe le centre. Il verrouille le tout à 0,400. Le 19 septembre, les 6 mitrailleuses sont harmonisées à 300 ft. McCarthy les teste en tirant vers l'océan 20 cartouches par arme. Les équerres de renfort tiennent, pas de fissures, pas de défaillance structurelle. Les armes fonctionnent. Ce matin-là, le capitaine Sweat arrive sur la ligne de vol pour la patrouille. Il s'arrête devant son corsaire et fixe les canons. Ils sont visiblement plus inclinés vers l'intérieur qu'avant. « McCarthy, » dit Sweat lentement, « qu'est-ce que vous avez fait à mes mitrailleuses ?» McCarthy présente les armes au garde à vous. « Monsieur, j'ai ajusté la convergence de vos armes. »« À quelle distance ?»« 300 ft, monsieur. » Les yeux de Sweat s'écarquillent. « 300. » Le manuel dit. « Je sais ce que dit le manuel, monsieur. » Sweat regarde les canons, puis McCarthy. « C'est contre les règlements. C'est une modification non autorisée d'équipement militaire. C'est illégal. » McCarthy soutient son regard. « Oui, monsieur. Si ça ne marche pas, on me passera devant un conseil de guerre pour avoir fait voler un appareil dangereux. Vous serez poursuivi pour sabotage d'équipement. »« Oui, monsieur. » Sweat regarde longuement les armes. Il pense à son ailier, qui a plongé dans la jungle 3 jours plus tôt. Il pense aux 400 cartouches tirées sur un zéro, sans aucun coup porté. Il pense aux interceptions radio japonaises. Leurs balles se dispersent comme la pluie. « Et si ça marche ?» demande Sweat. McCarthy esquisse un petit sourire. « Monsieur, vous allez tout tuer sur votre passage. » Sweat grimpe dans le cockpit. Voyons ça. L'essai se déroule plus vite que McCarthy ne l'espérait. À 08h30, le 19 septembre 1943, 4 corsaires du VMF 213 en patrouille de combat interceptent 9-0 japonais, escortant 6 bombardiers en piqué, Vald, se dirigeant vers les positions alliées à Bougainville. Engagement standard, 4 contre 15. De mauvaise chance. Le capitaine Sweat pilote le corsaire modifié. Il choisit un zéro à l'arrière de la formation, plonge depuis 18 000 ft et se cale à 400 m, bien en dehors de son nouveau point de convergence. Il n'ouvre pas le feu. Il rapproche à 350, il idée. Toujours, en dehors, le zéro commence à zigzaguer, anticipant l'attaque. À 320 ft, Sweat presse la détente une rafale d'1 seconde, 80 cartouches. Le zéro ne se contente pas d'être touché, il se désintègre. L'intégralité de la queue se sectionne, le fuselage se rompt en deux. Les réservoirs de carburant explosent. Le nuage de débris est si important que Sweat doit rompre sa trajectoire pour ne pas voler à travers. Sweat active sa radio. Sainte Mère de... Il n'achève pas la phrase. Il est déjà en train de se recaler sur le zéro suivant. 300 ft rafale d'1 seconde. L'aile gauche du zéro se déchire complètement. L'appareil part en vrille inversée
et tombe. Troisième 0, 280 ft demi-seconde de rafale. La verrière explose. Le pilote, ou ce qui en reste, s'affaisse en avant. Le 0 plonge en spirale mortelle. Total de munitions dépensées, 200 cartouches. 3 victoires confirmées en 45 secondes. Les coéquipiers de Sweat sont encore en train de se positionner pour leur premier tir. L'engagement dure 4 minutes. Le VMF 213 abat 8 appareils japonais. Sweat en revendique personnellement 5. Il revient à la base avec une perte et 800 cartouches restantes, soit plus de la moitié de sa munition. Quand Sweat pose et coupe le moteur, 30 personnes l'attendent près de son appareil, pilotes, mécaniciens, officiers, tous ceux qui ont entendu les transmissions radio. Il reste silencieux, les yeux braqués sur les canons. Le major Wade Britt, commandant de l'escadron VMF 213, s'avance vers McCarthy. « Sergent, qu'avez-vous fait aux mitrailleuses du capitaine Sweat ?»« J'ai ajusté la convergence à 300 ft, monsieur. » 300. La voix de Britt est monocorde. « Vous savez que c'est en dessous de la limite structurelle de sécurité. »« Oui, monsieur. » « Vous savez que vous avez modifié des avions d'escadron sans autorisation. »« Oui, monsieur. » « Avez-vous déposé une demande de modification auprès de l'ingénierie de groupe? »« Non, monsieur. » La pièce explose en réaction. Le lieutenant-colonel Millington, l'officier des opérations, qui a rédigé la note interdisant la convergence sous 500 ft, se fraye un passage dans la foule. C'est une violation directe de mes ordres. Vous ne pouvez pas régler la convergence à 300 ft. Les supports de fixation vont céder. Les ailes développeront des fissures de fatigue. Cet appareil est dangereux en vol. Le major Britt lève la main pour faire taire tout le monde. L'appareil vient de voler une mission de combat. Un seul vol ne prouve rien. Les fissures de fatigue apparaissent avec le temps. Ce sergent a mis des vies en danger et enfreint les règles. Le capitaine Sweat l'interrompt. « Monsieur, je viens d'abattre 5 avions japonais avec 200 cartouches. Avant aujourd'hui, il me fallait 400 cartouches pour peut-être toucher un seul appareil. Ce n'est pas la question. Il me reste encore 1800 cartouches. J'aurais pu en abattre 10 de plus. » La question des règlements pour des raisons de sécurité revient. Le lieutenant Robert Hansen s'avance. « Monsieur, permission de faire modifier mes mitrailleuses de la même façon. » Refusé. « Monsieur, insiste Hansen, on meurt là-dehors parce qu'on ne peut rien toucher. McCarthy vient de le prouver. » « McCarthy n'a rien prouvé, » rétorque un officier. « Il a juste montré que les engagés pensent qu'ils sont ingénieurs. » L'argument monte en intensité. La moitié des pilotes réclament la modification. Les officiers ingénieurs invoquent les limites structurelles, la sécurité, la chaîne de commandement. Des voix crient « cour martiale », d'autres réclament les ratios de tir. Le major Britt laisse l'échange durer 2 minutes, puis siffle sec. Le silence revient. « Sergent McCarthy, dit-il calmement, pouvez-vous modifier chaque corsaire de cet escadron d'ici demain matin? » Millington explose. « Vous ne pouvez pas autoriser cela. » Le colonel Britt l'interrompt avec respect. « Je ne vous demande pas la permission. Je demande si McCarthy peut le faire. Si vous procédez, je le signalerai personnellement au général Geiger. »« Très bien, » répond Britt. « Épargnez-moi cette paperasserie. » Il revient vers McCarthy. « Sergent. » McCarthy hoche la tête. « Oui, monsieur, je peux le faire. »« Alors faites-le. Tous les avions à 300 ft ce soir. » Le visage de Millington prend une teinte rouge. « C'est de l'insubordination. Je note ça. Vous allez tous passer devant une cour martiale. » Britt le regarde dans les yeux. « Colonel, si ça marche,
Accusez-moi. Si ça ne marche pas, ce sont les Japonais qui nous tueront quand même. Dans tous les cas, McCarthy le fera. C'est là que tout change. Un sergent avec une clé a simplement défié toute la bureaucratie d'ingénierie militaire, parce qu'il savait ce qui fonctionnerait. Si cette histoire prouve quelque chose, c'est que parfois les meilleures solutions viennent du bas vers le haut, pas l'inverse. Si vous voulez d'autres histoires d'individus qui ont changé des guerres en enfreignant les règles, abonnez-vous, la suite va vous choquer. McCarthy et son équipe d'armuriers travaillant toute la nuit, du 19 au 20 septembre 1943. À l'aube, tous les corsaires, en état de vol, du VMF 213-22. Appareils ont leurs armes harmonisées à 300 FT. Les Japonais ne savent pas ce qui va leur tomber dessus. Le 20 septembre 1943, 11h40, 8 corsaires du VMF 213 interceptent une formation de 12-0 et 8 bombardiers. Betty au-dessus d'Empress Augusta Bay. Le lieutenant Robert Hansen, aux commandes d'un corsaire, récemment modifié, lance la première attaque. Il choisit un Betty à 350 Regisans qui se rapproche à 300 FT et ouvre une rafale de 2 secondes, 160 cartouches. Le moteur droit du Betty explose, l'aile se plie. Le bombardier s'écrase, entraînant une colonne de feu de 300 FT. Hansen vire à gauche à ligne 0, tire 1 seconde, la verrière du 0 se désintègre. L'appareil pique en chute verticale. Temps total, 15 secondes, 2 victoires, 240 cartouches consommées. L'engagement dure 12 minutes. Le VMF 213 abat 9-0 et 6 Betty, 15 victoires confirmées. Les pertes japonaises sont totales. Chaque appareil ennemi est détruit ou endommagé au-delà de toute récupération. Le VMF 213 ne perd aucun appareil. La dépense de munitions par victoire tombe à 180 cartouches contre 890 la semaine précédente. Les images des caméras de tir stupéfient tous ceux qui les voient. À 300 FT de convergence. Les 6 canons du corsaire dessinent une colonne visible de traçante, un faisceau solide de feu. Les appareils japonais ne sont pas simplement touchés, ils explosent, les ailes se déchirent, les empennages se disloquent, les cockpits implosent. La concentration du feu est si intense que des ruptures structurelles surviennent avant même que toute la munition ait fini d'impacter. La nouvelle se répand rapidement. Le 22 septembre, tous les escadrons de chasse des Marines dans les Salomon demandent la même modification. Le 25 septembre, le VMF 214, les Black Sheep de Papy Boyington, adoptent la convergence à 300 FT. Le 1er octobre, tous les F-4U Corsair du théâtre Pacifique fonctionnent avec l'harmonisation imaginée par McCarthy. Les ratios de combat changent du tout au tout. Avant la modification, le VMF 213 affichait un ratio pertes abattues de 3-2-1, une dépense moyenne de 890 cartouches par victoire et un indice d'efficacité de 64%. Après la modification, le VMF 213 atteint un ratio de 11-3-1, une dépense moyenne de 190 cartouches par victoire et un indice d'efficacité de 94%. Le 17 octobre 1943, le capitaine James Sweat rencontre 6-0 au-dessus de la Vela. Il abat les 6 en 4 minutes en consommant 920 cartouches. Il revient avec 320 cartouches, encore à bord, de quoi en abattre 6 autres. Le 11 novembre 1943, le lieutenant Robert Hansen abat 5 appareils japonais lors d'un seul engagement, en utilisant 750 cartouches au total. Il atterrit réarme-repart et abat encore 3 appareils lors de la mission de l'après-midi. Les Japonais s'en aperçoivent immédiatement. Un pilote japonais capturé et interrogé par le renseignement des Marines, le 24 octobre 1943 témoigne « Le corsaire américain a changé. Avant, nous pouvions esquiver leurs balles. Elles se dispersaient. Maintenant, quand ils tirent, il n'y a plus d'esquive possible. Les balles sont comme un mur solide. Si elles vous visent, vous mourrez. Nous appelons ça
la mort concentrée. Nos pilotes sont priés d'éviter l'affrontement si possible. Si l'engagement est inévitable, mieux vaut percuter le corsaire que d'être abattu. Autre interception de transmission japonaise, 3 novembre 1943. Avertissement à toutes les unités. Les chasseurs américains ont de nouvelles armes. Leur tir est concentré comme un laser. Les tactiques d'évasion précédentes sont inefficaces. N'engagez pas les corsaires à moins de 500 mètres. Je répète, n'engagez pas. La modification sauve des vies à une échelle massive. Entre le 20 septembre et le 31 décembre 1943, les escadrons de corsaires des Marines dans les îles Salomon abattent 487 appareils japonais confirmés. Perte 43, corsaires, un ratio de 11:3 pour 1, exactement le même que celui que le corsaire atteindra sur l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale. L'efficacité des munitions s'améliore de 368%. Les Marines terminent désormais leur mission avec des balles en réserve, au lieu de finir Winchester à court de munitions, et donc vulnérables. Le taux de survie des pilotes s'envole avant la modification. Les pertes moyennes s'élevaient à 4,7 pilotes tués par semaine, après seulement 1-2. La convergence à 300 FT ne permet pas seulement d'abattre davantage d'avions ennemis. Elle offre aux Marines la possibilité de se désengager lorsqu'ils sont en infériorité numérique, sachant qu'ils peuvent tuer efficacement et conserver des munitions pour les manœuvres défensives. Le 3 janvier 1944, le major Gregory Pappy Boyington, aux commandes d'un corsaire modifié par McCarthy, abat son 28e appareil japonais, égalant le record de la Première Guerre mondiale d'Eddie Rickenbacker. Boyington attribue directement ce succès à la modification. Avant la réparation de McCarthy, j'étais un bon pilote avec des résultats moyens. Après sa modification, chaque pression sur la détente était une victoire. Cette modification a fait de moi un as. Le 18 février 1944, le corps des Marines adopte officiellement la convergence à 300 FT comme norme pour tous les F-4U Corsair. Les ingénieurs du Bureau of Aeronautics, les mêmes qui affirmaient-on que c'était structurellement impossible, effectuent des tests différés de résistance et concluent que les équerres de renfort conçus par McCarthy améliorent en réalité la solidité des ailes sous charge de combat. Le manuel de modification publié en mars 1944 est officiellement signé du service d'ingénierie du Bureau de l'aéronautique. Le nom de McCarthy n'y figure pas. Il reste sergent armurier sur la ligne de vol à charger des munitions, mais les pilotes, eux, savent. Décembre 1943, fête de Noël de l'escadron, VMF 213. Le capitaine James Sweat, qui compte désormais 15,5 victoires confirmées toutes obtenues après la modification de ses armes par McCarthy, se lève pour un discours. La plupart d'entre vous ne connaissent pas Mickey McCarthy. Ce n'est pas un pilote. C'est le gars qui charge nos balles et resserre les boulons de nos mitrailleuses. Mais si je suis encore en vie, c'est parce que Mickey a ignoré les ordres et fait ce qui était juste pas ce qui était autorisé. J'ai abattu 5 avions japonais en une mission, parce que mes armes touchaient enfin là où je visais. Chaque pilote de cet escadron doit sa vie à un sergent qui pensait en savoir plus que les ingénieurs. Et il avait raison. Sweat lève son verre. À Mickey McCarthy, le marine le plus meurtrier qui n'ait jamais tiré un coup de feu. La salle éclate en applaudissements. McCarthy, gêné, se tient au fond et fait un geste de la main. « J'ai juste réglé quelques boulons », marmonne-t-il. Ces boulons ont pourtant sauvé 800 vies de marines en 4 mois. Une modification, 800 vies sauvées. Le Corsair est passé du statut de bon chasseur à celui d'avion le plus meurtrier du Pacifique parce qu'un sergent a eu le courage d'ignorer les experts.
Si vous croyez que l'innovation peut venir de n'importe quel niveau, si vous croyez que les meilleures idées ne viennent pas toujours d'en haut, souvenez-vous de Mickey McCarthy. Le corps des Marines n'a jamais officiellement reconnu la contribution du sergent-chef Michael McCarthy. Aucune cérémonie, aucune promotion, aucune mention dans son dossier. Le manuel officiel du Bureau of Aeronautics attribue la conception de la convergence à 300 FT, aux ingénieurs et aux essais sur le terrain. Le nom de McCarthy n'y apparaît pas. Lui ne semble pas s'en soucier. Après la guerre, McCarthy est démobilisé en décembre 1945 et rentre à Boston. Il ouvre un garage, répare des voitures, épouse une institutrice nommée Hélène. Il ne parle pas de la guerre. Quand les clients lui demandent s'il a fait quelque chose d'important chez les Marines, il hausse les épaules. Je chargeais des munitions, rien de spécial. Les pilotes qui ont volé sur ces corsaires modifiés ne disent pas autrement. Le capitaine James Sweat, devenu une légende du corps, avec 15,5 victoires confirmées, reçoit la Medal of Honor pour ses actions du 7 avril 1943, avant la modification de McCarthy. Mais dans ses mémoires publiées en 1989, il écrira « On me crédite de 15 appareils ennemis abattus. On me dit à 0 tacticien. La vérité est plus simple, j'avais un avion dont les armes fonctionnaient enfin, comme elles auraient toujours dû le faire. » Un sergent dont personne n'a entendu parler a rendu cela possible. Mickey McCarthy a fait de moi un as. Il nous a tous fait AS. Le corps aurait dû lui donner la Navy Cross. À la place, il ne lui a rien donné. Ce n'est pas juste. Sweat écrit « On me crédite d'avoir abattu 15 avions et demi japonais. Les gens m'appellent un héros, un tacticien. La vérité est plus simple. J'avais un avion dont les armes fonctionnaient enfin comme elles auraient toujours dû le faire. Un sergent dont personne n'a jamais entendu parler a rendu cela possible. Mickey McCarthy a fait de moi un as. Il a fait de nous tous des as. Le corps des Marines aurait dû lui remettre la Navy Cross. À la place, il ne lui a rien donné. Ce n'est pas juste. » Le lieutenant Robert Hansen, qui abattit 25 avions japonais avant d'être tué au combat le 3 février 1944, écrivit à sa famille, en janvier 1944, « Il y a un sergent dans notre escadron qui a tout changé. Il a réglé nos mitrailleuses pour qu'elles touchent enfin là où nous tirons. » Cela semble simple, mais c'est la différence entre vivre et mourir ici haut. Si je rentre à la maison, je trouverai ce sergent et je lui paierai un verre. Hansen ne rentra jamais. La convergence à 300 pieds que McCarthy avait imaginée devint la norme pour tous les chasseurs américains jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le P-51 Mustang, le P-47 Thunderbolt et le P-38 Lightning adoptèrent des réglages similaires fondés sur les modifications expérimentales de McCarthy. Les analyses d'après-guerre attribuèrent à cette convergence plus serrée une amélioration de 34% du ratio de victoire des chasseurs américains. Les avions de combat modernes de l'US Air Force appliquent toujours le principe découvert par McCarthy, concentrer la puissance de feu à courte portée, plutôt que de privilégier la dispersion à longue distance. Le canon M61, Vulcan du F-16, Fighting Falcon, et le JAO-22A du F-35 sont harmonisés pour maximiser la probabilité d'impact à 1000 LFT, l'équivalent moderne de la convergence à 300 FT de McCarthy. Mickey McCarthy mourut d'une crise cardiaque le 8 juillet 1969 à Boston, à l'âge de 62 ans. Son avis de décès dans le Boston Globe tenait en 3 phrases. Il mentionnait qu'il était d'un vétéran du corps des Marines, sans dire qu'il avait changé à jamais la guerre aérienne. En 1987, la Marine Corps Aviation Association érigea au National Museum of the Marine Corps
une plaque en l'honneur des héros méconnus de l'aviation navale. Le nom de McCarthy y apparaît, en petites lettres, au bas d'une liste de 87 noms, simplement notés SSG, Michael McCarthy, VMF 213, Ordnance Crew. Aucune explication, aucun contexte, seulement le nom. Mais chaque pilote de chasse des Marines qui voit cette plaque connaît ce nom. Il connaît l'histoire. Il sait que parfois les plus grands guerriers sont ceux qui n'ont jamais tiré un seul coup de feu. Parfois les armes les plus redoutables ne sont pas les canons, mais les gens qui savent comment les faire fonctionner. Souvenez-vous de Mickey McCarthy. Souvenez-vous que le courage ne consiste pas toujours à appuyer sur la gâchette. Parfois, il s'agit de la régler. Souvenez-vous que les meilleures solutions ne viennent pas de l'obéissance aveugle aux règles, mais de ceux qui savent quand il faut les enfreindre. Souvenez-vous que le grade ne détermine pas qui a raison, ce sont les résultats qui le font. Le F-4U Corsair n'a pas atteint un ratio de 11:1, simplement parce qu'il était rapide ou puissant. Il l'a atteint parce qu'un sergent a vu un problème, que tout le monde accepté et a refusé de l'accepter. 800 Marines sont rentrés chez eux parce que Mickey McCarthy savait utiliser une clé. C'était là l'arme qui a gagné la guerre.